Bien, eh bien nous allons enchaîner. Nous appelons Nathalie Moch, adjointe au maire de Biarritz et présidente de l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées. Nous appelons Jean-Marc Lespade, maire de Tarnos et conseiller départemental des Landes. Peyo Echeverry-Enchart, qui est porte-parole d'Euskal Herria Bai. On va vous expliquer, pour ceux qui n'êtes pas là, puis il va vous expliquer. Il est également élu à la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Et Laurence Roued, vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, première adjointe de Libourne, et qui représente aussi le PFL, c'est de la région, hein, c'est ça? Le PF d'État. Et je ne suis pas vice-présidente, je suis conseillère déléguée. Ah, vous n'êtes pas encore vice-présidente? Encore, bon, on le dira à Alain Rousset. Vous lui en parlez, n'hésitez pas. On lui en parlera. Donc merci d'être là. Et comme disait Jean-Luc Béraud tout à l'heure, Vincent Bru est excusé puisqu'il est souffrant aujourd'hui. Il ne pouvait pas venir ce matin porter la parole de la majorité présidentielle. Très bien, donc on attaque directement. Et peut-être avec vous, Peyo, puisque vous êtes un parfait connaisseur du logement au Pays Basque et de savoir comment ça se passe, et notamment du fait qu'on puisse pas, que c'est compliqué parfois de se loger au Pays Basque, et vous le dites très souvent. Mais justement nous faire un petit peu un panorama de ce que ça représente aujourd'hui et évidemment répondre à la question, s'il n'y avait pas d'aide aujourd'hui, est-ce que les gens du Pays Basque pourraient se loger? Bon, Egunon Deneri, et merci beaucoup à l'association Choupastera pour son invitation. Donc on a tous perçu le petit côté ironique ou provocateur de la question telle qu'elle était posée. Est-ce qu'il faut encore aider le logement? Alors à question provocatrice, réponse provocatrice aussi, ou en tout cas un petit peu ironique. Souvent quand on parle de la problématique du logement en France en général, mais au Pays Basque on la pose de cette manière aussi, on part du paradigme suivant, c'est qu'on manque de logement, et donc pour répondre à la question du logement, il faut en produire davantage. Le fameux choc de l'offre dont on parle, et donc toutes les difficultés inhérentes à un tel projet. Et ma petite réponse provocatrice tiendrait dans le fait que, alors en France, je ne sais pas, je ne connais pas la situation, mais au Pays Basque, on ne manque pas de logement. Enfin, moi quand je regarde ma commune, enfin la commune où je réside, bon, il y a 14 000 habitants à Saint-Jean-de-Luz, il y a 14 000 à peu près logements. Quand on va à Biarritz, il y a, à la louche, 25 000 habitants, 26 000, il y a à peu près autant de logements aussi. Bon, on ne manque pas de logements. Alors évidemment, sur le papier, comme ça, on peut se dire, tiens, ça pose question. Dans la pratique, bien sûr, on commence à manquer de logements parce que il y en a à peu près 45-46% de ces logements-là qui restent vides parce que ce sont des résidences secondaires. Et oui, ça vient de loin. Mais la question, évidemment, est une question sociale. La question est une question sociale. Est-ce qu'on doit produire du logement quand on en a autant qui sont vides? Et est-ce que le droit à disposer d'un logement passe légitimement avant celui d'en avoir 2 ou 3 qu'on laisse vides? Donc c'est d'abord une question d'aménagement. Les logements secondaires, les résidences secondaires sont rarement des logements aidés, hein. Évidemment. Donc, évidemment, mais quand on sort un petit peu du débat. Bien, non, on y est en plein, parce que l'aide à la production de logements part d'abord de la question, est-ce qu'on a besoin d'en produire davantage? Or, quand on en a autant de vides, est-ce qu'on en a besoin de construire davantage ou est-ce qu'il faudrait pas d'abord mieux utiliser l'existant? C'est quand même une question qui, à mon avis, est légitime. Alors, évidemment, quand on a une vision du marché libre et de la liberté à laisser à ce marché, bien sûr, on pourrait être d'accord avec vous. Mais quand on a une vision telle que la mienne, qui considère que les équilibres sociaux se fondent aussi dans l'aménagement du territoire, c'est une question qui paraît légitime. Et quand on y ajoute en plus les locations saisonnières, type Airbnb, etc., qui sont parfois des résidences secondaires et qui parfois s'y ajoutent, ça aggrave encore le problème de déséquilibre du logement dans un territoire touristique tel qu'ici. Donc c'est une première question à laquelle une réponse a été apportée, c'est celle de la surtaxation des résidences secondaires dont on avait parlé ici à Bunus en 2013-2014, avant la promulgation de la loi, mais qui se révèle insuffisante puisque ça ne change finalement quasiment rien à la situation ici. Donc aider le logement, la production de logements, oui bien sûr, mais d'abord considérons que le logement le moins cher à aider ou le logement le moins cher à produire est celui dont on n'a pas besoin.
Ensuite, on parle aussi d'aider le logement, et en particulier le logement social. Mais quand on regarde le projet de loi Elan tel qu'il va être probablement voté à la rentrée, on constate que tout le logement locatif social qu'on a eu tant de mal à produire durant les dernières années est appelé maintenant à être, en tout cas au niveau de 40 000 logements par an, vendu. Alors bon, on peut comprendre bien sûr qu'il y ait des nécessités d'aide à l'accession sociale à la propriété pour promouvoir le parcours résidentiel, tout à fait légitime, parfaitement d'accord, qu'il y ait des besoins aussi de renforcer les capacités d'investissement des opérateurs sociaux, tout à fait d'accord aussi. Mais est-ce que ça doit se faire, et en tout cas à un tel niveau, au détriment du logement locatif social, qu'on a eu tant de mal à aider? Et en plus avec de telles perspectives de spéculation immobilière dessus, parce que quelqu'un le disait tout à l'heure dans le débat, qui va accéder à ces logements-là? Qui a les moyens de les racheter, ces logements sociaux? Et en plus, on nous dit parfois, pour se défendre de cette mesure-là, oui, le fait de vendre un logement permettra d'en réhabiliter ou d'en construire peut-être 3 ou 4 autres. Sauf que si je prends l'exemple, par exemple, puisque Nathalie Motch est là, de Biarritz, qui a déjà beaucoup de mal à produire du logement social et qui n'est pas parmi les meilleurs élèves en termes de production de logement social sur le Pays Basque, et oui, et qui en plus a un foncier contraint, est-ce qu'on peut penser que la vente de logements sociaux Biarro permettra ensuite d'en créer 3 ou 4 autres nouveaux? On peut penser le contraire. Elle va vous répondre après. Bien sûr, je ne doute pas qu'elle le fera. Je ne doute pas qu'elle le fera. Donc, aider le logement, bien sûr, mais pas pour le déconstruire ensuite. Ensuite, aider le logement, et notamment le logement social, c'est bien souvent mettre un pognon de dingue là-dedans, alors qu'on laisse par ailleurs le foncier s'apprécier, le prix du foncier augmenter. C'est-à-dire qu'on a bien souvent un déficit d'anticipation et de stratégie foncière, de sorte qu'on a là presque un tonneau des Danaïdes, on y met des sous, mais ces sous-là finissent par disparaître parce qu'ils passent dans la poche notamment des propriétaires privés à qui on est obligé d'acheter le terrain de plus en plus cher. Alors cette concurrence, notamment entre la promotion privée et la puissance publique dans la production de logements, a fini aujourd'hui, notamment sur le Pays Basque littoral, à tourner au détriment de la puissance publique et à l'avantage de la promotion privée, de sorte d'ailleurs que la promotion privée, paradoxalement, en valeur absolue, on peut considérer que c'est celle qui produit le plus de logements sociaux, donc c'est quand même assez amusant, mais sauf que c'est quand même désolant sur le principe, c'est qu'on n'arrive pas à produire dans de bonnes conditions du logement social et en quantité satisfaisante. Alors, la question se pose légitimement, bien sûr, faut-il aider le logement social, mais où? Parce que quand on parle de littoral, c'est vrai que c'est cette zone où on concentre toute notre attention. Tout le monde ne parle que de ce littoral où les prix ont atteint des niveaux énormes et où on se pose la question de comment résoudre cette question-là. Et bien souvent, on n'arrive pas à trouver à dénouer le nœud gordien du problème. Sauf que bien souvent, on oublie que le problème du littoral a été un défaut d'anticipation. Je me rappelle notamment d'en avoir discuté très souvent avec le premier président de l'établissement public foncier local du Pays Basque, Philippe Juzan, et qui avait fini par me reconnaître « Ouais, mais t'as raison, sur le littoral, on a perdu 10 ans, on a perdu 15 ans avant d'agir. » Bon, très bien, on ne va pas revenir sur le passé. Sauf qu'on a une zone, à l'heure actuelle, qui a déjà commencé à connaître exactement les mêmes phénomènes que sur le littoral, et sur lesquels il n'est pas trop tard pour agir. C'est tout ce qu'on pourrait appeler une zone, une espèce de gros rétro-littoral, la zone périurbaine, qui est un peu cette zone, les franges de la zone B1 dont on parlait, qui est la zone B2, même une partie de la zone C, hein, ici au Pays Basque, c'est tout le labour intérieur, Espelette, Itzazu même, sur lesquels on commence à avoir, alors pas les niveaux de prix qu'on a sur le littoral, par contre, une hausse effrénée de ces prix-là, beaucoup plus importante que sur le littoral. C'est là où on a une pression démographique importante. C'est là où on a tous ces phénomènes qu'on a connus il y a 15 ans sur le littoral et qu'on commence à connaître maintenant dans cette zone-là. C'est aussi la faute aux propriétaires fonciers. Évidemment, bien sûr, mais bon, l'homme ou la femme étant un être humain, quand on lui promet autant de tas d'or pour son terrain, c'est difficile de résister. Et je ne sais même pas si je serais capable de le faire moi-même avec toutes les leçons que je donne. Sauf que je ne suis pas propriétaire foncier. Mais en tout cas, voilà des zones où il ne faut surtout pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a produites sur le littoral. Donc, sur ces zones B2 et même sur certaines des communes des zones C,
Aujourd'hui, il a un besoin impérieux, urgent d'agir. Alors sur ça, c'est dommage que Vincent Bru ne soit pas là, parce que notre formation à Euskal Herria, il l'avait interpellé pour lui demander de lancer une réflexion spécifique à cette zone-là, et dans laquelle notamment on proposait de proposer justement de mandater l'établissement public foncier local, avec notamment toute son ingénierie idoine dans ce genre de thématiques-là, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire à court terme sur ces zones-là, qui en plus, au Pays Basque, peuvent servir de zone laboratoire pour l'ensemble de l'État français, parce que tout ce qui se passe ici sur le labour intérieur, on l'a aussi sur le rétro-littoral d'Arcachon, en Normandie, en PACA, ou même parfois dans des zones non littorales, toutes ces zones périurbaines. Quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que la réponse à la question de ce débat, c'est il n'y a pas besoin de toute façon des aides, on peut déjà agir sur un certain nombre sur l'existant, Oui. déjà en termes d'aménagement, en termes de réoccupation de logements qui sont disponibles et qu'on pourrait réactiver, même si ce sont des logements qui appartiennent à des propriétaires privés. Enfin bref, il y a un certain nombre de mesures qui sont un petit peu radicales, hein, je vous le dis, quand même, et qui ne nécessitent pas forcément des aides. On peut se passer des aides, alors? Non, on ne peut pas se passer d'aide. Ah. C'est un préalable ou un complément à ces aides. Mais on peut évidemment on ne peut pas se passer d'aide, surtout dans des situations aussi tendues. Vous dites que les propositions sont radicales, on peut effectivement le penser. Moi, je ne le pense pas, parce que je pense qu'à situation d'urgence, mesure d'urgence ou mesure radicale. Et radical ne veut pas dire extrémiste. Radical veut dire déterminé. Pardon ? On part à la racine. On part à la racine du problème, effectivement. Donc, mais en plus, je soulignerai aussi quelque chose, c'est que on ne parle pas là seulement d'un enjeu social, on parle aussi d'un enjeu environnemental. On parlait tout à l'heure des résidences secondaires, et Nathalie Motsch souriait sur ça, notamment parce qu'elle était contre la surtaxation des résidences secondaires. Mais je rappelle aussi que la résonance, notamment de la démission de Nicolas Hulot cette semaine, porte sur cette mesure-là, parce que quand on a autant de logements qui sont laissés vides, on parle de plus de 11 000 logements sur Biarritz, plus de 6 600 sur Saint-Jean-de-Luz. Ça veut dire qu'il faut en construire ailleurs. Donc consommer du foncier, artificialiser toujours autant plus de foncier, et du foncier qu'on aurait en plus pu utiliser à d'autres destinations. Production d'emplois, réintégration de terres agricoles en milieu périurbain, voire même en milieu urbain. Ce sont des choses qui ne sont pas neutres aujourd'hui au plan environnemental. Donc avant de laisser des logements vides, la plupart du temps dans l'année, réfléchissons aussi à tout ça. Je ne pense pas que ce soit être radical. Et dernière chose, je finirai ensuite sur ça, la question qui est posée aujourd'hui est-il utile d'aider le logement ? Moi, je l'aurais complété ou substitué par une autre question, c'est faut-il aider l'habitat ? Pour moi, ce n'est pas la même chose. Le logement, élevé du parpaing, de la charpente, des maisons pour loger, c'est fondamental, c'est très important. Mais ce n'est pas un isolat, un logement. C'est une réalité qui est plus vaste, qui s'insère dans un environnement qui est lié à d'autres thématiques telles que l'accès à l'emploi, les mobilités pour y aller, l'accès aux loisirs, à la culture, tout ce genre de choses. Et donc, on a bien souvent tendance à considérer que la politique du logement est aussi une politique de statistiques. Les PLH, notamment, il faut produire tant à tel endroit. Et finalement, on se retrouve dans des situations dont je parlais notamment quand on parlait des zones périurbaines ou des zones rétro-littorales du Pays Basque, c'est qu'on y produit beaucoup de logements, mais l'emploi ne suit pas. Les mobilités collectives, propres, durables, ne suivent pas non plus. L'accès à la culture, etc., est défaillant. De sorte que, quand Jean-Luc Béraud disait qu'on vit aujourd'hui 60% de son temps de vie dans son logement, j'aimerais bien savoir combien on en passe dans sa voiture pour, de ces zones-là, avoir accès ensuite à son lieu de travail, qui est le plus souvent en milieu de ville, dans une grande agglomération, ou ici sur le littoral. Ouais. Donc, aider le logement, oui, bien sûr, mais en pensant territoire et pas seulement statistique. D'accord. Pour faire le pendant à cet exposé qui est très dense, Nathalie Motsch, vous allez peut-être répondre à quelques interpellations, plusieurs sur le logement social, à la fois le logement social, à la fois l'utilisation et peut-être l'abondance de résidences secondaires, la taxation des résidences secondaires. Bref, voilà. Lâchez-vous, Nathalie. Bon, j'ai 2 heures. Bon, alors bien sûr, je vais répondre à Peyo parce qu'il m'a fait des raccourcis idéologiques que je ne peux pas laisser sans réponse. Alors d'abord, vous parlez de ma ville et de son contexte
géographique et structurellement contraint. Biarritz, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville qui est coincée entre terre et mer, 1200 hectares, 25 800 habitants, 50% de son territoire qui est inconstructible. Pourquoi ? 20% sont sous les courbes hypsophoniques. Ça veut dire quoi ? C'est que j'ai les courbes aériennes qui m'empêchent de construire du collectif en dessous, donc 20%. 26% qui sont en zone naturelle. J'ai un patrimoine architectural et paysager d'exception. Je rappelle qu'une ZPPUP a été créée en 1996 et que je m'emploie depuis 3 ans à la transformer en AVAP. Ça représentera plus de 50% du territoire, avec une catégorisation des bâtis et notamment le relevé de bâtiments exceptionnels qui ne peuvent pas être démolis. Donc je suis dans un exercice très contraint. Ajoutez à cela une forte attractivité touristique, puisque nous sommes une station balnéaire. Je rappelle que nous sommes au bord de la mer, donc c'est normal que nous ayons des touristes. Ils participent de l'économie de notre ville. Et puis un foncier qui est rare et très cher. Et quand je dis rare, nous sommes la ville la plus dense du département, 22 logements à l'hectare. Donc vous voyez que l'équation n'est pas simple. Alors je vais déjà vous démontrer que nous sommes de très bons élèves. Et je parlerai d'ailleurs en présence de mon adjointe au social, JSE, qui me fait la joie d'être là pour me soutenir. Nous sommes sur des positions politiques tout à fait différentes, parce qu'elle est de gauche et je suis à l'UDI. Et vous allez voir qu'on se rejoint complètement, parce que quand on travaille dans une ville, on ne fait plus de politique. Moi, j'ai été élue pour loger ma population. Ma population, elle est diverse, elle est multiple. J'ai des seniors, j'ai des jeunes, j'ai des gens qui ont des gros moyens, j'ai des gens qui n'ont pas d'argent. Je rappelle que 48% de la population est éligible aux logements sociaux à Biarritz. Donc ma responsabilité en tant qu'élue, c'est de loger tout le monde. Et il n'est pas question de laisser quelqu'un sur le bas-côté. J'ai une liste de 3600 personnes qui attendent un logement social, dont 1100 personnes qui ont un lien direct avec le territoire, ou bien à travers la famille, ou bien à travers une scolarisation, ou bien à travers un job. Donc vous voyez qu'on est quand même extrêmement sensible et on ne veut pas rester sans attente. Alors pourquoi est-ce qu'à Biarritz, on est des très très bons élèves ? On est arrivé en 2014 avec 8,94% de logements sociaux. En 2017, on passe à 9,96%. Et en 2018-2019, je serai à 10,5%. Ça veut dire 1600 logements. On a fait un effort considérable. Pourquoi est-ce qu'on est dans un exercice qui est très contraint ? C'est parce que le prix du foncier est très, très élevé. On a un objectif de réalisation de la loi SRU à 25%, qui est ubuesque, je pèse mes mots. Le calcul arithmétique des 25% pour Biarritz n'a aucun sens. On ne peut pas faire cet objectif de rattrapage de 252 logements sociaux par an, parce qu'il est irréalisable. Je me suis prêtée à un petit exercice sur la charge foncière pour vous calculer ce qu'il en est à Biarritz. Sur les dernières opérations, le prix moyen de ma charge foncière est de 1 316 € du mètre carré en surface plancher. Un opérateur social, il rachète 200 € du mètre carré. Ça veut dire que ma charge foncière pour Biarritz, elle est de 1 116 € du mètre carré. Récemment, sur les opérations en cours, ma charge foncière est passée à 2 154 € du mètre carré. Ça veut dire que pour un appartement, on va dire de 66 mètres carrés, qui est à peu près classique, la charge foncière de la ville, entendez-moi bien, donc je prends ma charge foncière, ça représente donc mes 22 364 multipliés par mes 66 000. À chaque fois que je sors un appartement, ça coûte en charge foncière à la ville 122 364 €. Donc si je dois faire un rattrapage de 252 logements locatifs par an et que je le multiplie par la charge foncière de la ville, je suis à 30 835 000 € par an. Donc c'est ubuesque, je ne peux pas y arriver, ce n'est pas possible. On consacre, nous, en budget, un peu plus d'1 million d'euros par an pour la ville. Donc comment est-ce que ça se traduit ? C'est-à-dire que tout le patrimoine public, on l'a mis à disposition et on le vend à des opérateurs sociaux. On est en train de se dessaisir de tout notre parc immobilier. On a vendu une école récemment pour faire une opération 100% sociale. On va en revendre une. Donc on est en permanence dans cette démarche-là. Mais c'est one shot, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout vendu, il ne reste plus rien. Donc c'est compliqué. Alors,
pour vous dire aussi qu'on est des très bons élèves, c'est que aujourd'hui, dans le PLH, comme ils ont considéré le PLH qu'on a porté dans l'ancienne agglomération et qui est sur une durée de 2016-2021, comme on a vu que cet objectif triennal qui était imposé par les services de l'État était totalement irréalisable, il a été acté que la ville de Biarritz devait produire 66 logements sociaux par an, sur un total de 105 logements sociaux, de 105 logements par an, c'est-à-dire je confonds le libre et le social, ce qui me donne un pourcentage de 64% de social. Donc, de me stigmatiser en disant qu'on n'est pas attentif au social, il faut le dire haut et fort, payé aux promoteurs, parce que quand ils arrivent à Biarritz, ils savent qu'au-delà de 4 logements, ils doivent me sortir 30% de social, et au-delà de 400 mètres carrés, ils doivent me sortir 30% de social, puisque je dois être à 64% de production sociale sur le montant total produit par an sur Biarritz, évalué à 105 logements. Donc ça, c'est pour répondre à la stigmatisation qu'on fait systématiquement de cette ville, alors qu'on est pourtant très attentif. Quand on a dit tout ça, on comprend bien les limites de l'exercice. Donc moi, il y a quelques années, en 2015, j'ai eu une longue discussion avec Iban Robana, qui est là, qui est le président du COL. Et je lui ai dit, vous voulez faire de l'accession sociale, moi je veux loger mes biarros, mais il va falloir qu'on soit audacieux, parce que si on prend les mécanismes d'aujourd'hui classiques, on ne va pas y arriver. On va pas y arriver. Donc il faut qu'on invente de nouveaux modèles. Et comme Iban est bosseur, impliqué et audacieux, il est revenu il n'y a pas très longtemps en me disant, ça y est, on a eu l'agrément pour l'OFS, l'organisme foncier solidaire, et on va faire la première opération à Biarritz, elle est en cours. Comment ça marche sans être trop technique? C'est un démembrement de propriété, c'est-à-dire que le COL, à travers l'OFS, achète un terrain sur lequel on construit un bâtiment. Et celui qui va pouvoir accéder à la propriété, il va d'une part louer le terrain à l'OFS selon un bail réel solidaire, et entre-temps, et par ailleurs, rembourser son appartement dans le cadre d'un prêt. Et quand on cumule le remboursement de ces annuités d'emprunt plus l'allocation du terrain, il est beaucoup, beaucoup moins cher, à la fois s'il était positionné sur une location sur du libre ou s'il devait acheter un appartement, on est à peu près à 50% en dessous du marché. Donc ça c'est vraiment des réponses, des vraies réponses pour loger les gens, parce qu'on est sur un modèle qui permet, 1, de se loger, et 2, à peu près à 50% en dessous du prix du marché. Pourquoi j'y suis très favorable ? Parce que moi, dans la loi Elan, quand on me dit on va vendre le parc HLM à Biarritz, je vais vous dire tout de suite, il n'en est pas question. Pourquoi ? Parce que si vous me vendez le parc HLM à Biarritz, je perds la destination sociale. Jamais je vais la retrouver. Et je n'aurai pas les moyens de reconstituer mon parc. Moi, à Biarritz, si j'ai une clause d'anti-spéculative de 10 ou 15 ans, mais après, c'est fichu. Ça repart dans le privé. On avait, par exemple, un exemple qui nous avait beaucoup frappé avec Iban Robana. C'était un appartement à Guétari, un T3, qui s'était vendu 152 000 € en social, enfin aidé. 10 ans et demi plus tard, il s'était vendu plus de 400 000 €. Alors, à des raisons secondaires ou pas, ça l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas, il y avait une culbute inacceptable. Et surtout, on l'avait perdu dans le bénéfice de notre contingent social. Donc moi, à Biarritz, je voudrais que les gens, dans le cadre d'un parcours résidentiel, puissent accéder à la propriété, mais en revanche, il faut qu'elle soit pérenne. Et là où cet office, l'organisme foncier solidaire est exceptionnel en termes d'outils, c'est qu'il est périn dans la durée, puisqu'en fait c'est un bail de 99 ans qui est rechargeable à chaque vente. Donc on est sûr d'avoir un outil social qui s'inscrit dans la durée. Si justement il n'y avait pas cet ensemble d'aides au logement, ces organismes, etc., on n'y arriverait pas. Comment est-ce que on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. Moi aujourd'hui, j'ai pas de foncier, il est très cher, donc j'ai besoin d'avoir des aides qui répondent à chaque type de population. Si j'ai des jeunes, faut pouvoir les aider et ils vont se loger d'une certaine façon. Si j'ai des gens qui veulent accéder à la propriété, par le biais de l'OFS, j'apporte une vraie réponse. Mais j'apporte une réponse qui est intelligible et économiquement jouable, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que l'argent public
puisse permettre à des gens d'accéder à la propriété et ensuite de s'en dessaisir et de repartir dans le libre et de faire des culbutes. Enfin, c'est presque indécent. En revanche, cet outil qui permet à des gens d'être propriétaires et le jour où ils décèdent ou le jour où ils veulent revendre, selon un indice du coût de la construction, ils font une petite culbute parce que leur bien ne va pas se dégrader financièrement, bien au contraire. Mais on permet à d'autres d'accéder aux mêmes conditions d'éligibilité. Je trouve que la boucle est bouclée et c'est plutôt intéressant. Alors, je voudrais maintenant répondre sur les résidences secondaires et Airbnb. Alors d'abord, Peyo, on ne t'a pas attendu sur Airbnb. On n'est pas du genre à regarder le train passer. Ça a été voté en conseil à l'agglomération Pays Basque, que je suis conseillère communautaire, sous l'égide de Jean-René Etchegaray, son président, qui en a tout de suite pris toute l'urgence et tout le côté très négatif sur l'offre de logement, puisque ça raréfie l'offre, ça la sèche. Donc, qu'est-ce qu'on a voté ? On a voté pour toute la frange littorale et pour toutes les communes en flux tendu. Une obligation d'immatriculation au service des villes. Et 2, l'obligation de ne pas pouvoir louer au-delà de 4 mois. Alors, je ne dis pas que c'est si vertueux que ça, mais ça a quand même le mérite d'obliger les gens à déclarer. On n'a pas beaucoup de moyens, donc je ne vous dis pas qu'en termes de contrôle, on est très très bon, mais j'espère que dans l'avenir, on sera meilleur. Après, sur les résidences secondaires. Alors moi, bien sûr, je ne vais pas stigmatiser une population au détriment, au bénéfice d'une autre. Moi, tout le monde a vocation à vivre à Biarritz et tout le monde est bienvenu, toi aussi. Il ne faut pas oublier que c'est parce qu'on a une population un peu atypique qu'on a aussi cette offre commerciale, cette offre de restauration, et c'est ce qui fait qu'on est, pardon de le dire, mais un peu la proue du Pays Basque, et c'est pas pour rien que la marque Biarritz a été décernée par le gouvernement. Donc on a cette responsabilité-là aussi. Moi, je considère qu'on est un peu aussi le moteur, si tu me permets de le dire comme ça, ou le phare du Pays Basque. Les résidences secondaires. Moi, je suis très embêtée avec ce sujet parce que la Madeleine de Proust qui veut qu'on ouvre la maison le 1er août, on part avec son épuisette à la plage et on revient le 31 août et on ferme la maison, ça marche plus du tout comme ça. On a un phénomène de résidence seconde. C'est lié aux nouvelles activités professionnelles, flexibilité, Internet, numérique, vous savez ça par cœur, au fait que dans les ménages maintenant, souvent les deux travaillent et pas forcément géographiquement au même endroit. Fiscalement, on peut avoir qu'une résidence principale. Donc, s'il y en a un qui travaille à Paris et l'autre à Biarritz, c'est que la résidence principale est à Paris. De fait, elle est secondaire à Biarritz. Alors, comme je suis présidente de l'agence d'urbanisme, et que ce sujet est récurrent et pose beaucoup de questions sociologiques, économiques, fiscales, j'ai demandé à mes équipes de lancer un grand audit, une grande consultation, être un peu un observatoire sur toute la frange littorale, sur les 17 km de linéaire côtier, pour qu'on comprenne précisément ce que cache cette notion de résidence secondaire. Et je pense qu'on va être extrêmement étonnés de découvrir que la résidence secondaire, c'est pas forcément le Parisien, c'est dans une zone géographique très proche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Bernais qui ont des maisons ou des appartements à Biarritz ou des Bordelais, qu'on va sûrement découvrir aussi que le phénomène de résidence seconde est prégnant et que ces résidences secondaires-là, c'est des Biarros qui vivent quasiment à l'année et qui consomment beaucoup plus qu'on ne l'imagine à l'année sur notre territoire. Très bien. Merci beaucoup. Juste pour conclure, parce que ça me paraît important, mais court. On ne résoudra le principe du logement. D'abord, le logement, c'est pas un empilement de parpaings, parce que quand on parle de logement, il faut parler de polarité commerciale, il faut parler de mobilité, il faut parler de transport, de circulation, ça c'est important, de stationnement, qu'à l'échelle de l'agglomération. Et je voudrais souligner la présence du président de l'EPFL, Roland Héroguin, qui est parmi nous, parce que c'est par l'agglomération, par le PFL, qu'on pourra avoir des projets d'aménagement du territoire d'envergure. Et concernant Biarritz, il nous reste une pépite qui s'appelle Irati. Et je pense qu'entre le PFL, l'agglomération, on peut avoir un aménagement du territoire où on pourra faire et de la mixité sociale et répondre à nos Biarros. Je vous remercie. Merci. Alors Jean-Marc Lespade, vous êtes le maire de Tarnos, un maire communiste.
Pour autant, ceux qui ne connaissent pas Tarnos, je vous précise, ce n'est pas un kolkhoz. Ça reste une ville de 12 000 habitants qui ne cesse d'évoluer et de se développer, et une cité balnéaire aussi, puisque proche de la mer. Vous, en revanche, vous êtes plutôt en pointe en termes de logement social. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Et pareil, même question, si demain il n'y a plus les aides, comment vous faites ? Alors avant toute chose, je voulais indiquer que j'étais très heureux d'assister bien évidemment à ces rencontres d'Inchoseta, parce que bien que je sois effectivement maire d'une commune landaise, il faut savoir qu'une partie de ma famille est issue d'un secteur non éloigné d'ici, puisque le berceau de ma famille paternelle est d'Aransus, un petit village qui est situé à une dizaine de kilomètres d'ici. Donc c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je suis vraiment très heureux d'assister à ces rencontres dans ce magnifique cadre. Juste compléter un petit peu la présentation de Tarnos, une commune de 12 500 habitants, 5 600 emplois, une commune qui est relativement vaste, étendue, 2700 hectares, une commune également balnéaire, puisqu'elle elle peut s'enorgueillir du fait d'avoir autant de kilomètres de plage que Biarritz, 5 kilomètres de plage sur Tarnos, une ville particulièrement dynamique et qui est effectivement située dans un bassin de vie, puisque nous faisons partie du cœur de l'agglomération. C'est ce que d'ailleurs indique le schéma de cohérence territoriale, donc une ville effectivement qui connaît un certain nombre de mutations. Concernant la question du logement, je voulais préciser, souligner qu'à mon sens, il y a une question qui me semble importante, c'est que pour moi, le logement est avant tout un droit. Malheureusement, dans notre société, il y a trop de gens qui sont soit mal logés, soit non logés, et je pense que c'est inacceptable, et donc ça nous fait bien évidemment mesurer notre responsabilité. Et à cet égard, bien évidemment, je regrette totalement la philosophie qui est issue de la future loi Elan, qui effectivement a une vision plutôt marchande du logement et qui envisage effectivement que le logement soit plutôt un bien marchand et non pas un droit. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, et on a parlé ce matin aussi d'aménagement du territoire, je pense que les élus ont une responsabilité en termes d'aménagement et de vision et doivent faire effectivement avec un certain nombre d'outils qui sont en leur possession pour effectivement essayer d'orienter les choses en faveur du logement. Comme je le disais d'ailleurs dans les colonnes du journal Sud-Ouest, l'une des premières actions que nous avons mises en œuvre sur Tarnos, qui est également fortement influencée par la question de la flambée du foncier. Depuis une quinzaine d'années, nous avons effectivement procédé à des acquisitions de plusieurs hectares de foncier urbanisable. Nous avons été, je pense, l'une des seules communes sur ce bassin de vie à intervenir de cette façon, et je pense que les faits, le présent et l'avenir nous donneront sans doute raison. Nous avons été également accompagnés, bien évidemment, par l'établissement public foncier landais qui nous a permis d'intervenir. Je pense que nous l'avons fait à un moment où nous en avions les moyens. Et là, je veux répondre un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure concernant les moyens des collectivités. Il faut savoir que celles-ci ont été confrontées à une véritable cure d'austérité, et notamment avec la baisse des dotations qui ont impacté fortement nos budgets et qui aujourd'hui nous empêchent effectivement d'intervenir de la même façon. Mais quoi qu'il en soit, nous avons aujourd'hui un portefeuille de foncier qui est quand même relativement conséquent. Et d'ailleurs, quand on discute avec un certain nombre d'intervenants du milieu du logement, ceux-ci le reconnaissent. Deuxième volet de notre action, c'est bien évidemment ce que nous avons fait en matière de planification. Alors, il y a bien évidemment toutes les discussions qui ont été menées, notamment au niveau du schéma de coopération territoriale, puisqu'il faut savoir que notre territoire, le territoire du Seignance, travaille avec le PCI Pays Basque sur toutes les questions effectivement relatives à l'aménagement du territoire et aux questions bien évidemment de planification urbaine.
Donc je le disais, Tarnos est considéré comme faisant partie du cœur d'agglomération au sens de bassin de vie. Et nous avons donc beaucoup travaillé sur ce sujet-là avec nos collègues donc, du Pays Basque. Autre outil important, c'est celui effectivement qui décline bien évidemment du SCOT, c'est le PLU. Et là aussi, nous avons effectivement décliné la vision qui avait été discutée et actée dans le cadre du schéma de cohérence territoriale. Et puis, je viens d'évoquer effectivement toutes les acquisitions foncières qui ont été réalisées sur le périmètre de notre centre-ville notamment. Nous avons aussi travaillé, et ça aussi c'est une de nos particularités, nous avons beaucoup travaillé avec des urbanistes, des architectes qui nous accompagnaient effectivement pour nous éclairer, pour enrichir notre réflexion et pour envisager le développement, les mutations de notre centre-ville, puisque nous touchons, comme vous le savez, Bayonne, et donc nous sommes appelés effectivement à connaître des mutations importantes. Nous l'avons fait bien évidemment accompagné d'experts, comme je viens de le dire, mais également accompagné d'habitants, puisque nous avons travaillé aussi dans le cadre d'ateliers participatifs avec la participation d'habitants volontaires sur la définition d'un schéma directeur d'aménagement du centre-ville qui nous permet effectivement d'identifier les zones sur lesquelles seront construits des logements, des secteurs sur lesquels seront construits sans doute des équipements publics, des services, des commerces. C'est-à-dire que nous avons une véritable feuille de route et je crois que c'est important que de le concevoir de cette façon en termes d'aménagement du territoire. Bien évidemment, je pense, alors je ne sais pas si nous sommes là pour dire si nous sommes des bons élèves ou des élèves un petit peu moins bons. Quoi qu'il en soit, en matière effectivement de présence de logements sociaux, nous défendons effectivement l'idée, qui est une idée juste de notre point de vue, de la mixité sociale. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, nous sommes très attachés à la philosophie de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. À cet égard, je précise que la ville de Tarnos a été la première commune landaise à imposer sur une partie de son territoire une proportion de logements sociaux, sur notamment le centre-ville. Aujourd'hui, parce qu'il a fallu aussi convaincre les services de l'État qui étaient particulièrement réticents lors de l'élaboration de nos documents d'urbanisme, et aujourd'hui nous avons pu étendre effectivement cette proportion sur l'ensemble de notre territoire. Ça veut dire que, effectivement, si l'on s'en tient aux chiffres, de 11 à 12% que nous connaissions au début des années 2000, nous avons atteint le premier objectif fixé, celui des 20%, puisque nous sommes légèrement au-dessus, et nous nous inscrivons bien évidemment dans une logique d'atteindre les 25% dans un avenir proche, puisque aujourd'hui, sur chaque opération, effectivement, il est exigé 30% de logements sociaux. Nous travaillons, quand je parle de mixité sociale, je ne vais pas développer, mais nous travaillons également sur le logement des jeunes, notamment en collaboration étroite avec un acteur important sur notre territoire, le foyer des jeunes travailleurs tarnosiens, qui a mis en place du logement diffus sur le territoire de Tarnos, mais bien au-delà, puisqu'il y en a sur Bayonne et sur l'ensemble du canton du Seignance, dans un dispositif appelé foyer solaire. Et puis je terminerai cette première partie d'intervention sur la question, et je reviendrai sur ce que disait Peyo, effectivement, sur l'intérêt aussi d'avoir en tête la question de la mixité des fonctions. C'est extrêmement important. Le logement n'est pas déconnecté des autres aspects de la vie quotidienne. La question du travail, et pour une ville comme Tarnos qui comprend 5600 emplois, c'est une question très importante. De l'usage, bien sûr, de l'ensemble des services et des commerces et des loisirs, des lieux aussi dédiés, bien évidemment, à la santé et des problématiques, bien sûr, liées au transport collectif, et sans doute que vous avez entendu parler ici aussi du côté de Bunus, de la bataille qui a été menée effectivement pour que la ville de Tarnos soit maintenue dans un syndicat des mobilités permettant effectivement de développer les transports collectifs avec notamment ce très beau projet de trambus qui concerne aussi la ville de Tarnos. Dans le locatif, comment ça se passe par rapport notamment à un problème qui est un problème actuel, qui est l'APL ?
Est-ce qu'il y a un recours massif à l'APL de la part des locataires et quel pourrait être l'impact de mesures chez vous sur ce... Alors forcément, comme dans toute commune, les chiffres ont été donnés ce matin en termes de proportion de bénéficiaires de l'APL. Il est relativement important, y compris sur la commune de Tarnos. Mais bien évidemment, les mesures qui ont été mises en place par ce gouvernement ont impacté fortement les organismes HLM et j'aperçois notamment Madame Perron, la directrice de XL Habitat, et nous en avons effectivement beaucoup discuté au niveau du département des Landes également, de l'impact effectivement qui était porté aux différents organismes HLM et de la difficulté qu'il allait avoir pour effectivement envisager des opérations de réhabilitation de logements et également des opérations de construction de logements neufs. Donc c'est effectivement une grande source d'inquiétude. Et moi aussi, je regrette que les représentants, et notamment M. Bru et les représentants ministériels ne soient pas présents pour qu'on puisse effectivement leur rappeler, plus que notre inquiétude, notre mécontentement par rapport à cette mesure particulièrement injuste. Laurence, oui. J'avais juste une question. Êtes-vous d'accord avec M. Ridoré quand il dit qu'une manière de diminuer les aides, c'est aussi de diminuer les taxes locales? Alors je suis très tranquille sur ce sujet puisque lors des élections municipales de 2014, les élus de la majorité municipale se sont engagés à ne pas augmenter la fiscalité locale. C'était un engagement particulièrement important. Je rappelle que le discours de politique générale qui a suivi les élections municipales donc, de Manuel Valls en avril 2014, c'est à ce moment-là qu'ont été annoncées toutes les mesures, je parlais de cure d'austérité imposées aux collectivités locales. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en 2018, à peu près à 19 mois des échéances électorales, et je peux vous dire que l'engagement qui a été pris par notre majorité municipale sera tenu d'ici les échéances. Ça a été compliqué, mais nous y sommes parvenus. Donc, en dépit du fort impact de ces baisses des dotations, au niveau de la ville de Tarnos, nous ne sommes pas intervenus sur la fiscalité locale. Alors, on a vu la réponse justement de deux élus sur cette problématique, donc l'inventivité, une politique foncière volontariste. Vous, au niveau de la région, comment ça se passe? D'abord, parce que c'est un ensemble considérable aujourd'hui. Comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce qu'on gère les aides au logement à ce niveau? Et surtout, comment est-ce qu'on peut les rendre plus efficaces? Alors, déjà, effectivement, la région a décidé de prendre des responsabilités en matière d'habitat au titre de l'aménagement du territoire. Et en effet, moi, je poursuis sur ces propos-là. Il faut voir au-delà du logement, il faut voir la question de l'habiter. Et évidemment, ce à quoi on tient, et au cœur des compétences régionales, le lien avec les transports, le lien avec l'emploi, le lien avec la création d'activités. Donc, effectivement, sous l'angle de l'aménagement du territoire, on s'intéresse à la question de l'habitat. Alors, il y a déjà des choses qui étaient faites précédemment, évidemment, dans la région. Vous avez fait mention du foyer jeunes travailleurs à Tarnos. Effectivement, on s'est beaucoup investi sur la question du logement des jeunes, du logement des étudiants. Et nous, on a même tendance à rajouter des aides. Puisque, par exemple, on a une expérimentation qui est en cours pour faire une aide sans condition de ressources, d'ailleurs, auprès des jeunes travailleurs ou des jeunes étudiants pour l'avance au premier loyer. Parce qu'avant même de toucher les premières aides, APL ou allocation logement, ou quelle qu'elle soit, il faut commencer à sortir le dépôt de garantie, la caution, il faut commencer à payer le gaz, il faut commencer avant d'avoir touché quoi que ce soit. Et donc au niveau de la région, on tente une expérimentation là depuis cette année sur une première caisse d'avance sur les loyers à destination des jeunes étudiants pour justement les aider. Parce que les grands sujets que l'on porte au niveau de la région en termes d'habitat et de logement, pour nous, les deux grands enjeux, c'est lutter contre les inégalités sociales, parce que le logement, l'habitat, c'est un des premiers facteurs d'inégalité sociale. Et puis deuxièmement, veiller à un développement équilibré de l'habitat sur tout le territoire. Ça, c'est nos sujets, des sujets qui sont locaux, évidemment, qu'on peut retrouver ici à l'échelle de l'agglomération, entre la frange littorale et puis les zones plus rurales, mais qu'on retrouve à l'échelle
l'échelle des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, avec cette vraie préoccupation que l'on a de ne pas accroître encore. Muriel Boulmier faisait tout à l'heure un portrait rapide de la Nouvelle-Aquitaine, sur lequel on peut constater qu'en effet, il y a des grandes disparités au sein de cette région, entre des secteurs qui sont hyper sous tension, des secteurs où il est difficile aussi de produire ou d'accéder au logement, et puis des secteurs qu'on dit plus en déprise, et pour autant, il y a des besoins quand même. Et il peut y avoir la volonté de venir y habiter. Donc notre deuxième grande volonté, au-delà de la question des inégalités sociales, c'est la question de pouvoir assurer un développement équilibré du territoire. Et moi, de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai tendance à dire que toutes les aides sont bonnes à prendre, et que c'est pas en venant enlever un peu d'aide et en venant fragiliser, alors, et par la loi de finances d'une certaine façon, et avec l'évolution de la loi Elan, que l'on va aider à répondre à cet enjeu principal et majeur qui est celui de l'habitat. À mon avis, il faut que tout le monde soit autour de la table. Vous faisiez référence à la question du climat, de l'environnement, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire que tout le monde doit être autour de la table, les collectivités, l'État, les constructeurs, les promoteurs, les bailleurs, et en effet, on doit s'entendre dans une synergie. Et de ce point de vue-là, la volonté de la région, c'est vraiment de prendre toute sa place. D'abord, de bien connaître le territoire, et c'est pour ça qu'en matière d'habitat, on fait un portrait de territoire, on travaille ce sujet-là. On faisait mention tout à l'heure peut-être de l'inadéquation des zones et de la catégorie en zone, et de la nécessité d'avoir plus de finesse dans la connaissance des besoins. C'est clairement un des objectifs que l'on se fixe, et notamment à travers le schéma d'aménagement du territoire qu'on est en train de construire à l'échelle de la région, de mieux connaître et peut-être de proposer des aides qui seront zonées différemment de ces grandes catégories A, B, C. Et puis d'être en capacité effectivement de répondre et de venir investir ou de venir accompagner les bailleurs sociaux, mais de venir accompagner de façon générale l'habitat là où il y en a le plus besoin. Et c'est vrai qu'on se fixe les priorités, évidemment, je le disais, de l'accès pour les jeunes travailleurs, la question des stages, enfin la question des saisonniers, évidemment. Travailler, ça a été mentionné tout à l'heure, on n'en parle pas assez, à la question de la rénovation énergétique, parce que l'intérêt, l'axe sur lequel on se lance beaucoup, et on va programmer un nouveau règlement d'intervention générale à l'échelle de toute la Nouvelle-Aquitaine sur la rénovation énergétique qui sera présenté à la rentrée. L'idée, c'est ça, c'est d'habiter mieux aussi et de travailler contre la précarité énergétique, parce que quand on parle des difficultés sociales, des difficultés du logement, il n'y a pas que la question de l'accès. On peut être dans un logement et être en grande difficulté financière, notamment parce que c'est une passoire énergétique. Donc travailler sur la réhabilitation de l'existant, ça rejoint des préoccupations extrêmement importantes en termes de stratégie sur le fait qu'il faut, et c'est ce qu'on porte également à travers une stratégie foncière à la région, travailler sur l'existant, c'est-à-dire avant d'aller sur l'artificialisation et sur de l'urbanisation, eh bien d'abord vérifier qu'on n'a pas des logements vides, des logements vacants ou des logements à réhabiliter, et travailler et massifier d'abord sur ces sujets-là. Et puis, c'est également ce que l'on a essayé de monter à travers un nouveau règlement d'intervention sur l'habitat, venir d'abord aux côtés des bailleurs sociaux, les accompagner finement en souhaitant et en axant notre volonté sur le fait qu'on souhaite qu'il y ait des bailleurs sociaux partout. Voilà. Et c'est la vigilance que l'on a par rapport à la loi Elan. D'ailleurs, Alain Rousset a proposé et a fait passer un certain nombre d'idées d'amendements auprès de sénateurs, justement pour répondre à ces sujets-là et être sûr que cette recentralisation, finalement, on puisse quand même, au sein de la loi Elan, la retravailler, faire en sorte, vous en faisiez mention, que peut-être quand les logements sont vendus, eh bien, que ça soit fait avec l'accord de la commune, de la communauté de communes, de l'EPCI, enfin des collectivités qui ont financé ces logements avant qu'ils soient revendus. Ça, c'est un des amendements que l'on a porté, par exemple. Autre amendement, faire en sorte que les fonds qui ressortent de la vente, eh bien, ils soient réutilisés sur le même territoire. Ça peut clairement être des sujets simples qu'on peut porter et que la région et qu'Alain Rousset porte au sujet de la loi Elan. Et avec cette idée que l'on porte et que l'on partage et sur laquelle on travaille, et on essaie de partager le plus possible avec la Caisse des dépôts et avec Action Logement, d'aller sur la revitalisation. Alors évidemment, la revitalisation des villes moyennes, évidemment rentrer dans le dispositif Cœur de Ville, et en tant que présidente de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, on est clairement impliqué dans ce dispositif. Mais au niveau de la région, on se dit, bon, il y a Cœur de Ville, c'est bien, il faut travailler sur les centres-bourgs.
Il faut travailler à la revitalisation des centres-bourgs dans les communes les plus rurales, alors que ce soit ici, que ce soit en Limousin, que ce soit en Lot-et-Garonne, et s'assurer qu'on soit en capacité de revitaliser, de retrouver de l'habitat, pas forcément en construction, mais en réhabilitation, et on sait que c'est ça qui coûte le plus cher, d'où l'importance d'avoir des aides à tous les niveaux, et de travailler à ce sujet de la revitalisation. Voilà. En panorama rapide. Oui, très bien. Vous vouliez rebondir, je crois? Oui, je voulais rebondir sur les propos de Madame sur le principe de mettre tous les acteurs autour d'une table. Moi, j'y crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on est sur des territoires qui sont quand même très contraints, et je crois en la concertation et mettre autour d'une table les bailleurs sociaux, les institutionnels et les promoteurs pour dire comment on fait pour sortir des prix à des prix modérés, des coûts modérés. Ça me paraît essentiel parce que... Ça veut dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, ça marche de manière assez cloisonnée. Et le risque, par exemple, pour une ville comme Biarritz, c'est d'être sur une société duale. Où on va à la fois avoir des gens qui seront éligibles aux logements sociaux avec une offre locative sociale, et puis un marché libre avec des prix en sortie extrêmement élevés. Et là, on oublie la catégorie intermédiaire. Et moi, j'ai besoin aussi de loger les cadres moyens, ce qu'on appelle la classe moyenne, entre guillemets. C'est naturellement pas péjoratif, bien au contraire. Mais elle n'est pas forcément éligible aux logements sociaux. Et aujourd'hui, clairement, elle peut plus se loger à Biarritz. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et moi, comme Jean-Luc Béraud nous a dit qu'on pouvait oser et donner des pistes et qu'il était prêt à les faire remonter à Paris, moi, j'ai 2 appels. Mon premier appel, c'est que j'aimerais qu'on puisse comptabiliser les logements de l'OFS dans le cadre des contingents sociaux, parce que c'est vraiment un outil qui s'inscrit dans la durée. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne rentrerait pas dans le contingent social. Et puis mon deuxième sujet, j'avais un deuxième sujet, excusez-moi, ah oui, et que de ne pas vendre les stocks HLM dans les zones tendues, j'ai eu l'occasion de le dire, parce que ça déprécierait complètement notre parc et qu'on n'arriverait pas à le retrouver. Donc il faut vraiment le voir à la loupe, et sur des zones tendues et des stations balnéaires, ne pas céder son parc social, parce que là, on n'arrivera jamais à le retrouver et à le reconstituer. On voit bien qu'on a besoin d'une politique du logement, en tout cas, qui respecte les particularismes locaux, les situations de tension ou de détente et les besoins de la population. Et ça, on l'oublie un petit peu trop. Une intervention. Juste une petite intervention pour aller dans ce sens. Avant qu'on passe aux questions. En sortant de ma casquette conseillère régionale, je suis première adjointe à Libourne, dans une ville sur laquelle on investit beaucoup et on a fait beaucoup d'investissements publics. Et pour répondre à la question sur la fiscalité locale, on n'a pas augmenté la taxe d'habitation, on s'était engagé à pas y toucher. On a augmenté légèrement la taxe foncière. Pourquoi? Parce qu'on fait des investissements publics qui bénéficient à Libourne, qui bénéficient aux propriétaires et qui font qu'on a considéré qu'à partir du moment où les prix, parce que c'est le cas, alors ça reste raisonnable, on n'est pas sur la métropole évidemment, et on n'est pas à Biarritz, mais on a considéré que les propriétaires sont en train à Libourne de bénéficier du regain de Libourne et du retournement sur cette commune. Et ils en bénéficient concrètement à travers la valorisation de leur patrimoine. Donc c'est la raison pour laquelle on a augmenté un petit peu la taxe foncière et on n'a pas touché à la taxe d'habitation pour être dans cet effet direct de cause à effet, parce qu'on a fait beaucoup d'investissements publics qui bénéficient aux propriétaires. Et pour dire que nous, notre problématique à Libourne, ce n'est pas la question de la production de logements ou de la construction ou de l'attractivité. Notre problématique, ce sont les marchands de sommeil. Ce sont les logements extrêmement dégradés, avec des avantages de loyer qui défient toute concurrence, des personnes qui sont en difficulté sociale et qui payent des loyers extrêmement prohibitifs pour des logements qui sont des passoires thermiques, et sur lesquels les propriétaires ne sont même pas forcément libournais pour la plupart, et bénéficient très largement de ces loyers et de ces gains-là. Ne pas toucher à leur taxe foncière, ça ne nous semblait pas forcément la priorité. Bon, et là-dessus, je pense que la nouvelle loi va leur rendre la vie un petit peu plus difficile. Merci beaucoup, et maintenant, place aux questions.